Je dis toujours que je tombe enceinte de mes livres. Quand je tombe enceinte, c'est toujours fulgurant. Le moment qui sépare l'instinct, tiens, je suis en train de tomber enceinte de quelque chose, et le moment où je sais absolument que je suis enceinte de quelque chose, il y a au maximum 4 minutes. Merci beaucoup à vous tous d'être présents. Merci surtout à Amélie d'avoir accepté le principe de cet entretien dans le cadre de Télérama Dialogue. Je suis extrêmement heureuse et un peu traqueuse à l'idée d'animer cette rencontre avec Amélie. Je ne sais pas s'il convient encore de vous présenter Amélie Nothomb. Je pense que je veux quand même rectifier quelque chose que j'ai écrit, parce que j'ai écrit dans Télérama, je crois que c'était votre 26e roman qui paraissait en cette rentrée, Les prénoms épicènes. En fait, c'est votre 27e roman. Je ne suis pas très bonne en mathématiques, apparemment. Donc, Les prénoms épicènes, 27e roman d'Amélie, présente à chaque rentrée littéraire depuis 1992 et Hygiène de l'assassin. Vous n'êtes pas seulement, pour moi, un phénomène de régularité et de succès. Je trouve que vous avez aussi une œuvre qui peu à peu et de livre en livre s'impose, peut-être pour moi comme lectrice, parce qu'elle s'est peut-être imposée à d'autres bien avant, mais pour moi comme lectrice, elle s'impose comme de plus en plus essentielle, de plus en plus aiguë, et plus les années passent et plus j'aime votre précision, votre cruauté, en tout cas votre regard lucide sur les rapports humains, et effectivement cette extrême précision des mots, de la phrase, du vocabulaire. Donc je suis vraiment très heureuse d'animer cette rencontre, et je pense qu'il y aura pas mal de questions pour vous au terme de notre conversation. Je dis conversation, mais c'est surtout vous qui allez parler, et moi très peu, j'espère. Est-ce que je peux vous demander, Amélie, pour commencer, peut-être de parler de ce roman, et je pense qu'après on va être amené à élargir un peu partant de ce livre. Qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas s'il faut que je raconte le livre, je pense que vous l'avez lu ou vous allez le comprendre pendant qu'on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a au tout début d'un livre? Est-ce que c'est toujours le même processus? Un livre, une idée, une étincelle, un personnage, un thème? Qu'est-ce qu'il y a au départ d'un roman? Au départ d'un roman, il y a presque rien. Ce qui fait qu'on tombe enceinte d'un roman, c'est une toute petite chose. Ce n'est certainement pas un grand thème, une grande idée. Les grands thèmes et les grandes idées ne donnent rien. Ce qui fertilise, ce qui féconde, c'est une toute petite chose. Là, j'ai eu l'idée d'un roman qui commence par une poussée de colère et par un désir de vengeance éperdu. J'ai déjà éprouvé. Le désir de vengeance, c'est une pulsion humaine. Je n'y ai jamais donné suite. C'est extrêmement romanesque, la vengeance. Pourquoi ? Parce que la vengeance, ça prend du temps. Les vengeances intéressantes sont celles qui se mangent froid. La vengeance, quand elle est intéressante, suppose une préméditation extraordinaire. C'est le point commun avec le romancier. Le romancier fait toujours acte de préméditation. Même quand il fait flèche de tout bois, il fait acte de préméditation. Donc j'ai eu l'idée de commencer ce livre par une extrême déflagration de colère. J'avais d'illustres devanciers. Regardez, l'Iliade commence par une déflagration de colère. C'est « Ô Muse, raconte-moi la colère d'Achille ». Pourquoi ? Parce que la colère est une source d'énergie extraordinaire. L'idée, c'est que quelqu'un qui veut se venger, c'est une personne qui décide que sa colère ne passera pas. Que nous sommes tous régulièrement en colère, mais si on laisse passer sa colère, ça dure au maximum une heure après, il n'en reste rien. Mais les gens qui désirent se venger sont des gens qui décident que l'incroyable énergie de la colère ne va pas s'arrêter. Et ça va durer 20 ans, 40 ans s'il le faut. Donc j'ai pris ce parti-là, qui n'est pas celui que je prends dans la vie de tous les jours. Et j'ai décidé d'y opposer une autre colère. J'ai décidé d'orchestrer une espèce de choc, de rencontre de deux désirs de vengeance, qui s'expriment de façon différente. L'un par la préméditation la plus extraordinaire, par l'organisation la plus méticuleuse, et l'autre par une haine féroce, mais une haine sans organisation. Une haine qui fera flèche de tout bois, qui choisira, qui attendra simplement une bonne occasion pour s'exprimer.
Nous ne dirons pas laquelle des deux l'emportera. Bon, avec ça, on comprend bien qu'on a un scénario Hitchcockien. Hitchcock est mon cinéaste préféré. J'ai essayé de façon vraiment très naïve de me déguiser en Kim Novak dans Vertigo pour cette occasion. Personne ne m'a pris pour Kim Novak dans la rue, je suis très perplexe. Donc, mais voilà, Hitchcock n'en est pas moins mon cinéaste préféré. Et quand il dit que les meilleurs crimes sont domestiques, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Les haines les plus grandes, ce n'est pas dans les lieux publics que nous les éprouvons, c'est dans notre cuisine, c'est dans notre salle de bain. C'est pour ça qu'il s'agit d'une histoire de famille, c'est parce que forcément, qui est-ce qu'on rencontre dans sa cuisine, qui est-ce qu'on rencontre dans sa salle de bain, c'est sa famille. La famille, c'est vraiment le nœud de vipère. C'est le nœud de vipère, je n'ai absolument rien inventé. Regardez Sophocle, lisez Racine, ce sont des histoires de famille. Et vous mêlez cette histoire de vengeance familiale, on donne un indice, ou de vengeance familiale multiple, à cette idée des prénoms épicènes, c'est-à-dire... donc je vous laisse le définir. Les prénoms épicènes, c'est la façon plus précise de dire les prénoms mixtes. Les prénoms mixtes, ce sont ces prénoms qui conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je préfère l'idée de prénom épicène parce qu'elle est plus précise. Mixte, mixte, ça fait tellement de choses sont mixtes dans la vie. Les prénoms épicènes. Et l'épicène est une catégorie du langage. On dit beaucoup qu'en français, le neutre n'existe pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le français est une langue vraiment très intéressante en ceci que c'est vrai qu'elle ne comporte pas de neutre, mais elle a inventé une catégorie qui est l'épicène, ce qui convient aux deux sexes, sans qu'on sache forcément s'il y a une confusion des genres à y trouver. Ça convient aussi pour beaucoup de noms communs, particulièrement les noms d'oiseaux. Vous savez que je suis fascinée par les oiseaux. Presque tous les noms d'oiseaux sont épicènes. Aigle, fauvette, bergeronnette, on ne sait pas si ce sont des mâles ou des femelles. Mais ça se trouve aussi dans les noms propres, particulièrement dans les prénoms. Ces prénoms qui sont, je le constate, en continuelle expansion. Il y a eu le mois passé une affaire qui a préoccupé la justice française. Une maman en région parisienne qui voulait appeler son fils, son bébé, Ambre. Et ça a été l'objet d'une décision de justice, puisque Ambre était considérée comme un prénom féminin. Elle voulait absolument que son fils s'appelle Ambre. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu, mais je comprends. Je crois que c'est une tendance de la langue qui, là encore, on suit ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, presque tous les prénoms sont en train de devenir épicènes. Voyez Cameron Diaz et tant d'autres. Il y a une espèce de fascination de cette frontière, de cet indéfini, le prénom qui ne donne pas son genre. Ce que je constate, c'est que quand je reçois des lettres de gens qui portent des prénoms épicènes, ils ont l'air tellement conscients de leur ambiguïté qu'ils font tout pour la cultiver. Ils évitent les accords de participe passé ou les flexions féminines qui me permettent, ou masculines qui me permettraient de savoir à qui j'ai affaire. Et généralement, au bout de 4 lettres, je craque et je pose la question parfaitement ridicule. Excusez-moi, êtes-vous un homme ou une femme ? Et la réponse est presque toujours la même. À votre avis ? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça ? Et il y a même un personnage, du coup, que vous appelez Épicène. Oui, là, je n'ai rien inventé, puisque Ben Jonson, contemporain de Shakespeare, avait appelé ainsi l'une de ses héroïnes. C'était le nom d'ailleurs d'une de ses pièces. Ben Jonson est plus connu pour sa pièce Volpone, qui met en scène un marchand de Venise extraordinairement ladre. C'est un peu la version anglaise, élisabéthaine de l'Avare de Molière. Mais Épicène, de Silent Woman, c'est une pièce sur la femme parfaite. Alors, c'est un peu l'équivalent élisabéthain de l'école des femmes. Au début, un barbon se cherche la femme parfaite. Il la trouve en une jeune fille qui s'appelle Épicène, et il l'épouse, et Épicène est parfaite en tout point, et jusqu'à bien après la nuit de noces, ce qui d'ailleurs laisse perplexe. Non, ça ne vous donne, ça ne sert à rien. Et bien après, ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il faut beaucoup plus de temps que la nuit de noces pour que le mari se rende compte que, en fait, Épicène est un homme. J'adore cette histoire. Et on a l'impression aussi que vous aimez, je dirais pas les mots un peu rares, mais quand même les mots un peu précis. Voilà, justement, voilà. La précision. Pas le fait qu'il soit rare, mais le fait qu'il désigne vraiment quelque chose de précis.
C'est exactement ça. Peu m'importe que le mot soit rare, ce qu'il me faut, c'est un mot parfait. Je sais que ça a fait naître une très grande ambiguïté dans mes livres. Beaucoup de gens s'attendent à ce que mes personnages aient systématiquement des prénoms à coucher dehors. Mais non! Si le personnage doit s'appeler Marie, eh bien le personnage s'appelle Marie. C'est énorme de s'appeler Marie. C'est pas du tout un hasard si le personnage s'appelle Marie. Mais à côté de ça, si le personnage s'appelle Plectrude ou Prétexta, eh bien, je m'octroie cette liberté de donner ce prénom à mon personnage. Tous les prénoms et tous les noms sont extraordinairement signifiants. Pourquoi se priver de ce vecteur de signification ? C'est simplement ça. Donc ici, bien sûr, épicène, mais c'était obligé. Et c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas l'adjectif épicène, mais qu'est-ce que ça veut dire épicène ? Ça veut dire simplement commun aux deux sexes. C'est très intéressant. Et est-ce que, par exemple, pour élargir, partant de ce roman à vos autres romans, est-ce que nommer les personnages, c'est dans le processus d'écriture un des premiers gestes que vous posez ? Bien sûr. Quelle plus grande expression du destin dans nos vies que de porter un prénom ? Nos parents se sont mis à deux pour nous choisir un prénom. C'est certainement, je suis sûre que ça a été le moment crucial de notre vie. Il a fallu endosser ce prénom, faire sens ou faire dissonance avec ce prénom. Dans tous les cas, je crois que c'est l'expression la plus extrême du destin qui puisse se produire. Platon exprime dans sa conception du langage dans le Cratyle. Pour qu'un mot colle à la chose, il faut prendre le mot, le faire cogner sur le tuyau du langage. J'adore que ce soit un tuyau. Et en fonction du son que ce mot fera sur le tuyau du langage, on lui accordera tel ou tel son et donc tel ou tel mot. Et il y a des mots ratés. Platon en est déjà conscient, certains mots ne conviennent pas à la chose qu'ils sont censés désigner. Ce sont des échecs, il vaut mieux soit les réformer, soit les prendre dans d'autres langues. Voilà. Vous avez un exemple de mot raté en français ? Sinon, c'est pas grave. Hein. Un mot réussi, un mot particulièrement réussi. Hormone est un mot très réussi. C'est tellement moche et ça exprime ça exprime tellement bien la chose. Là, je pense que voilà, le tube du Cratyle a très très bien choisi le mot hormone, qui est aussi parfaitement laid que ce qu'il est censé désigner. Et quand vous écrivez, cette recherche du mot juste, justement, dépasse le fait de nommer les personnages. C'est aussi nommer les objets, trouver le verbe qui... Enfin, je veux dire, chaque mot fait l'objet de cette recherche de précision et de justesse. Écoutez, à quoi bon tant écrire si ce n'était pour aller vers de plus en plus de justesse ? Je suis en train d'écrire mon 94e manuscrit. Les prénoms épicènes est le 91e. À quoi bon tant écrire si ce n'est pour trouver à chaque fois que je recommence la démarche tout ce dont on peut se passer. C'est ça qu'on apprend en écrivant. C'est ça, raffiner son écriture. C'est découvrir tout ce qui est superflu, mais aussi tout ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, il faut évidemment lui donner une force extraordinaire. Et quel est l'essentiel de la phrase ? C'est évidemment le verbe. Tout est dans le verbe. Le reste, c'est presque le simple fait que ce soit sujet ou complément le dit bien, c'est presque extérieur à l'action. Or, si vous constatez ce qui se passe, par exemple en politique, la politique a créé une novlangue qui s'appelle la langue de bois. La langue de bois va vers un appauvrissement du verbe extraordinaire. En novlangue, en langue de bois, il existe 4 verbes. Être, avoir, faire ou sembler. C'est tout. En dehors de ces verbes, il n'y a rien. Donc tout ce qui pourrait correspondre à une action est tout simplement gommé. Alors que, ouvrez un dictionnaire, tous les verbes qui existent, tous ces verbes qui comportent des actions bien particulières. Être ou faire, excusez-moi, je l'ai mal dit. Ce n'est pas un hasard. Quel est le but de la langue de bois ? La langue de bois est une langue incontestable.
Quand vous employez des verbes faibles, ce que vous dites est incontestable. Si on dit « j'ai construit une maison », il est très possible de contester votre énoncé. On peut dire « mais non, vous n'avez pas construit cette maison » et je le sais de source sûre car j'y étais. Et ce n'est pas du tout vous qui avez construit cette maison. D'ailleurs, cette maison n'est pas construite, etc. Tandis que si vous dites « la construction de la maison », c'est incontestable. On ne peut rien faire avec ça. D'où l'intérêt d'une langue qui met tout l'impact de la phrase dans son verbe, parce que ça devient une langue extrêmement contestable, donc une langue risquée, donc une langue où il se passe quelque chose. Je pense que l'action des écrivains aujourd'hui doit aller vers un renforcement continuel du verbe, justement pour protester contre la langue des politiques qui va vers un appauvrissement continuel du verbe. Ça, c'est une réflexion que vous avez depuis que vous écrivez, enfin, en tout cas depuis que vous publiez, ou est-ce que vous avez appris des choses depuis le début des années 90 C'est un ensemble de choses. D'abord, je suis lectrice depuis bien plus longtemps que je suis écrivain. Par ailleurs, je suis un être vivant normal. Je subis les discours comme tout le monde. Et bon, j'ai fait des études, c'est là que le discours devient pédant. J'ai fait des études de philologie ancienne en Belgique, c'est ça l'excuse qui rend ça mignon, c'est que c'était en Belgique. Et quand on fait ce genre d'études, on apprend à avoir une espèce de réflexe, c'est que où qu'on aille, on observe les réflexes langagiers des gens. Et c'est vrai que cette novlangue politique fait des ravages, et pas que en politique, parce qu'on se met tous à parler comme ça. C'est vrai que dans la langue courante, il y a 4 verbes qui servent, et même si ces verbes ne sont que des auxiliaires, ça ne pose aucun problème. C'est très perturbant. Et la responsabilité des écrivains, c'est justement d'aller à l'encontre de ce phénomène. Ce qui se passe de plus important dans une phrase, c'est le verbe. Tout le monde ne peut pas parler allemand, tout le monde ne peut pas parler japonais, mais en allemand et en japonais, le verbe est évidemment la partie la plus importante de la phrase puisqu'elle est rejetée à la fin. On attend la fin de la phrase pour savoir quelle est exactement la nature de l'action. Dans des langues aussi fortes, je ne sais pas si un tel phénomène est possible, je ne suis pas assez linguiste pour aller jusque-là, mais ce que je constate, c'est que le français et l'anglais permettent terriblement cette érosion. Ce qui est assez, surtout pas paradoxal, mais qui apparaît très fort dans vos romans, je trouve, c'est à quel point cette recherche du mot juste et ce refus des mots flous, des mots vagues et des mots en bois, disons. Ça apporte à vos livres une sorte comme ça de limpidité, en fait. Alors même que vous maniez un vocabulaire qui peut être, non pas rare, mais assez sophistiqué. Tout est extrêmement clair. Hein, tout est extrêmement clair quand on vous lit. Et c'est c'est quelque chose que vous cherchez, cette clarté. Bien évidemment. Là encore, ce n'est pas pour rien que je suis belge. En Belgique, on a inventé la bande dessinée, on a inventé en bande dessinée la ligne claire. La ligne claire, qu'est-ce que c'est ? C'est Tintin. Tintin, c'est la seule bande dessinée que maintenant je parviens encore à lire, c'est la bande dessinée claire. C'est la bande dessinée où il y a miraculeusement une simultanéité de la bulle avec le dessin. Je ne sais pas comment Hergé a fait un coup pareil. Moi, je ne parviens pas plus à lire les autres bandes dessinées parce que je ne sais pas dans quel ordre il faut les lire, à quel moment il faut lire le texte, à quel moment il faut regarder le dessin. Je n'en suis plus capable. Enfant, j'en étais capable. Voilà, cette ligne claire. J'espère faire quelque chose de comparable dans les romans que j'écris. C'est-à-dire quelque chose, bien sûr, de faussement simple parce qu'il faut beaucoup de travail, en l'occurrence beaucoup d'insomnie pour en arriver là. Ça suppose vraiment... un travail de sculpteur intense. Comment est-ce que j'obtiens ce résultat en ne dormant pas la nuit ? Je sais que beaucoup de gens m'envient, je les comprends, j'ai une très belle vie, je vous rencontre au théâtre du Rond-Point, j'ai des lecteurs merveilleux. Il y a toujours un prix à payer. Dans mon cas, le prix à payer, c'est le sommeil. Je ne dors plus. Je n'ai jamais été une bonne dormeuse, mais là, je ne dors plus. Pourquoi ? Parce que chaque nuit, je suis en train
d'infuser ce que je vais écrire le lendemain. Et c'est nécessaire de l'infuser parce qu'il faut le faire repasser dans sa tête le nombre de fois qu'il faut pour être sûr qu'on a tout enlevé. La précision du langage s'obtient en enlevant tout ce qui est superflu. À quoi reconnaît-on le débutant ? Le débutant ne sait pas ce qui est superflu. Le débutant dit oui, mais c'est quand même utile qu'on sache exactement ce que le personnage portait comme vêtements ce jour-là ou ce qu'il avait fait de sa journée. Je veux croire qu'après un certain nombre d'années, on sait que tout ceci est parfaitement inutile. Et encore, vous savez, je suis loin d'avoir terminé ma vie, donc je veux croire que dans 20 ans, je saurai encore plus ce qui est inutile. Alors évidemment, ça donne de tragiques malentendus. Il y a des lecteurs qui s'aperçoivent de la terrible vérité, à savoir que mes livres ne cessent de s'écourter. Et ça fait scandale. Ils disent, mais vous vous moquez de nous. Vous travaillez de moins en moins, année après année. Vos livres sont de plus en plus courts. Il m'a fallu seulement 2 heures pour les lire. Vous vous moquez de moi. Vous profitez de votre notoriété pour faire des livres tout petits. Et enfin, reprenez-vous, faites-nous enfin le gros livre que nous attendons. Je suis toujours très gênée quand je reçois ce genre de lettres parce que la vérité, c'est que je prends mes lecteurs très au sérieux et que c'est pour moi preuve de respect que de faire des livres de plus en plus courts parce que je suis persuadée qu'à chaque fois, je peux épurer mon action encore davantage et ne laisser que ce qui a survécu à 1000 ébullitions. Et mon idéal à moi, c'est d'obtenir un langage d'une densité folle, le langage auquel on ne pourrait rien retrancher. Je doute d'y être déjà parvenue. Donc à tous ceux qui déploreraient la brièveté de mes livres, je dois tout de suite annoncer, sachez que le phénomène va empirer. Ça m'évoque aussi ce discours que vous avez prononcé il y a 3 ans en faisant votre entrée à l'Académie royale de Belgique, dont je raccourcis l'intitulé parce que je crois que c'est plus long que ça, l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Et vous occupez donc depuis 3 ans le fauteuil de Simon Leys, l'écrivain et sinologue. Et dans le discours que vous avez prononcé en entrant, où vous parliez de Simon Leys, vous louiez son exceptionnelle limpidité, en disant que, je vous cite, en parlant de cette limpidité, elle exprime tant un choix esthétique qu'un salubre refus des élucubrations obscures qui ont accouché de livres indigestes et d'idéologies monstrueuses. On sent que chez Simon Leys, cette clarté relevée d'une très haute exigence morale, à ses yeux, un écrivain pas clair n'était pas seulement un mauvais écrivain, mais une mauvaise personne. C'est une manière de relier l'esthétique et la morale. Vous pouvez développer ? Ah, écoutez, excusez-moi, mais là, je pense à Pascal. Les provinciales. Les provinciales, très souvent, des lecteurs viennent me dire « C'est quand même très dommage que vous ne vous engagiez pas ». Sous-entendu, c'est dommage que vos livres n'aient pas d'étendard politique, que vous ne défendiez pas de grandes causes. Bon, alors je leur dis, vous avez raison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais même pas quelles sont les grandes causes. À supposer que je les connaisse, je ne sais pas comment les défendre. Donc, plutôt que de choisir de façon totalement hasardeuse une grande cause et de la défendre forcément très mal, puisque je ne sais même pas pourquoi cette cause serait grande, je préfère n'en défendre aucune. Donc, c'est vrai que je traite de tout petits thèmes tels que pourquoi est-ce qu'on s'obstine à aimer une personne dont on sait très bien qu'elle ne vous aimera jamais ? Pourquoi c'est si important de boire du champagne ? Donc c'est vrai que mes thèmes sont tout petits. Hein, voilà. Bon, alors parlons de Simon Leys. Voilà vraiment un immense écrivain et qui, lui, a défendu de grandes causes. Et il l'a fait de la plus belle façon du monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pascalien dans la façon dont Simon Leys a défendu ces très très grands idéaux. Replaçons les choses dans leur contexte. Nous sommes au début des années 70. Mao règne sur la Chine depuis quelque temps déjà. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est la mode de trouver que c'est génial ce qui se passe en Chine, de trouver que c'est fantastique, que ce pays, ce grand pays nous montre l'exemple. En effaçant toutes les différences entre les personnes. Bon, alors,
Il y aurait peut-être la possibilité d'entendre un écho dissonant en allant voir de plus près, mais pourquoi aller écouter cet écho dissonant qui est forcément totalement bourgeois? Ce qui se passe en Chine est forcément un exemple. D'ailleurs, tout le monde le pense à Paris, donc jetons-nous dans cette brèche et chantons haut et fort la gloire du grand timonier et tout ce qui se passe dans ce magnifique pays, et à supposer même que nous disions des âneries en défendant ce qui se passe en Chine, ça a tellement peu d'importance parce que de toute façon c'est la Chine, c'est pas nous, on s'en fout, ça risque pas de nous arriver. Bon, bref. J'ai l'air de faire des grandes plaisanteries, mais c'est exactement ce qui s'est passé. À l'époque, il y a eu exactement une personne pour faire barrage à une idéologie aussi parfaitement monstrueuse, c'était Simon Leys. Simon Leys qui avait un handicap qui fait rigoler tout le monde, c'est qu'il était belge. Vous savez, quand on est belge, on a tout de suite l'air d'être un peu l'idiot de service, qui ne sait pas très bien ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Je ne sais pas si c'est ça qui a servi à Leys pour avoir l'extraordinaire courage de jeter le pavé dans la mare et de dire « Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en Chine, tous les jours, on envoie à la mort mais des centaines de milliers de gens. Et quand on ne les envoie pas à la mort, on les condamne à des peines de prison dont vous n'avez même pas idée. Et qu'il serait très facile pour vous de connaître. Il suffirait de requérir un minimum d'informations. Cette information est disponible, mais vous ne, pour des raisons qui me dépassent, vous ne voulez pas recourir à cette information. Quand Leys a écrit son premier livre qui s'appelait « Les habits neufs du président Mao », dans lequel il dénonçait tout ce qui se passait en Chine, mais je pense que personne ne peut avoir idée de la violence avec laquelle on lui est tombé dessus à Paris. Vraiment, on l'a traité de tous les noms. Et quand je dis « on », mais je parle des plus grands esprits parisiens de cette époque, qui sont tous sauf des gens de peu d'intelligence. Et il a résisté, il a tenu bon, et ça a fini par donner quelque chose. C'est-à-dire que ça n'a absolument pas changé ce qui se passait en Chine, vu que de toute façon, il y avait peu de risques que les autorités chinoises se soucient de ce que Simon Leys pensait d'elle. Mais que finalement, il s'est trouvé des gens pour quand même admettre que la Chine n'était peut-être pas le grand exemple qu'on proposait à la face du monde. Bon. Qu'est-ce que Pascal fait dans les provinciales? Il s'agit d'une chose extrêmement différente, il s'agit du jansénisme. Alors le jansénisme, dont il était l'un des défenseurs, le jansénisme, on peut se demander pourquoi cette cause peut paraître tellement importante à quelqu'un. Il y a une conception du destin dans le jansénisme qui est d'une noblesse peut-être indéfendable, mais dont Pascal a parlé comme absolument personne. Je ne pense pas que les provinciales de Pascal aient été bien accueillies à l'époque, mais encore aujourd'hui, quand on me demande de citer un exemple de discours engagé parfait, je dis toujours les provinciales de Pascal. Je ne sais pas si les jansénistes ont eu raison, mais je sais que à cause de Pascal, il en restera toujours quelque chose. Je suis absolument sûre que Simon Leys a eu raison, et je sais qu'à cause de ses livres, il en restera quelque chose. Alors, si je ne suis pas un écrivain engagé, c'est peut-être parce que je sais très bien que je ne peux en aucun cas me mesurer ni à Pascal, ni à Simon Leys. Vous citez beaucoup d'écrivains, que ce soit dans vos livres. Là, on passe aussi outre Ben Jonson, passe aussi Le Prince de Ligne, écrivain belge. Encore un. Encore. Ou dans les entretiens. Quel rapport, quel lien y a-t-il pour vous entre lire et écrire? C'est exactement la même chose. L'étymologie de lire, c'est cueillir. Lire est un acte actif. On ne prend pas tous la même chose dans ce qu'on lit. On le sait bien. Souvent, on est entre amis, on a lu le même livre, on n'a pas du tout fait la même lecture. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cueilli les mêmes choses. Donc, évidemment que quand j'écris, je fais aussi état de toutes mes cueillettes. Je ne serais jamais devenue écrivain si je n'étais pas lectrice, et je suis lectrice depuis très longtemps, donc évidemment que j'écris aussi avec toutes mes cueillettes et que j'en fais état. Alors si par ailleurs mes cueillettes sont belges, excusez-moi, je viens d'un si petit pays. Ne pas vous excuser. Comprenez Prince de Ligne, tout va bien. Le Prince de Ligne, c'est pas si mal. Écoutez, lisez Le Prince de Ligne, c'est tellement génial. En plus, c'est une telle source de joie. Toutes les exclamations du Prince de Ligne sont formidables. Quand il s'installe au château de Belleuil, il dit « Oh, c'est merveilleux, je suis à seulement 20 heures de carrosse de Paris.
Rien que ça me met en joie. L'idée qu'il soit heureux d'être à seulement 20 heures de carrosse de Paris. Vous avez parlé dans des entretiens du rôle crucial qu'a joué pour vous la lecture de Rilke Oui. et des lettres à un jeune poète. Oui. C'est un livre que vous relisez ? C'est un livre qu'il faut relire chaque année parce que nous sommes tous en grand danger de frivolité et relire les lettres à un jeune poète, et particulièrement la première d'entre elles, met à l'abri de toute frivolité. Ce n'est pas seulement pour les écrivains, c'est pour tout le monde, les lettres à un jeune poète. Alors, quel est l'argument des lettres à un jeune poète de Rilke ? Un jeune poète envoie ses poèmes à Rilke. Et Rilke lui fait une réponse absolument sublime. Il lui dit « Jeune homme, si vous voulez, je peux vous dire ce que je pense de vos poèmes, mais ce que je pense de vos poèmes n'a pas beaucoup d'intérêt. La seule question que vous devez vous poser n'est pas de savoir si vos poèmes sont bons, parce qu'en vérité, personne ne le sait si vos poèmes sont bons. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que oui ou non, je peux continuer à vivre sans écrire ces poèmes ? Du moment que vous pouvez continuer à vivre sans écrire ces poèmes, surtout ne les écrivez pas, c'est qu'ils ne sont pas si importants, quelle que soit leur qualité. Et du moment que vous ne pouvez pas continuer à vivre sans écrire ces poèmes, eh bien écrivez-les, ça veut dire qu'ils sont bons, quelle que soit leur qualité. C'est vrai que l'on soit menuisier, que l'on soit alcoolique, quel que soit votre destin, relisez les lettres à un jeune poète de Rilke parce que c'est une espèce de mode d'emploi du destin. Sachez à quel degré d'exigence vous devez être vis-à-vis de vous-même, quels que soient vos actes, quelles que soient vos réalisations. J'ai lu ce texte quand j'avais 17 ans. Ce texte a changé ma vie. Je ne m'étais jamais avoué que j'avais envie d'écrire. Pourquoi ? Parce que je venais d'une famille où la littérature était déifiée, où être écrivain, c'était être prêtre d'une religion absolument inaccessible. Et comment pouvais-je me considérer comme tel ? De lire ce livre avait totalement changé ma vision de la littérature. La question n'était plus suis-je digne d'écrire, puisque évidemment que non, je ne suis pas digne d'écrire. Comment pourrais-je l'être ? La question devenait est-ce que oui ou non, je peux continuer à vivre sans écrire ? Du moment que vraiment je suis sûre que je ne peux pas continuer à vivre sans écrire, et j'en étais dramatiquement sûre, ça veut dire qu'il faut continuer. Ça signifie que, en fait, si vous n'aviez, en 91, 92, si vous n'aviez pas trouvé d'éditeur, mettons, est-ce que vous auriez ces 94, vous disiez, manuscrits ? Est-ce que vous auriez écrit à ce jour 94 romans si jamais vous n'aviez été publié ? C'est une question effrayante que vous me posez là. Je suis désolée. Non, mais vous avez raison de me la poser parce que je me la pose tous les jours. Je me dis, Amélie, les choses ont bien tourné pour toi. Un éditeur a bien voulu de toi. Des gens ont bien voulu de toi. C'est magique. Qu'est-ce qui se serait passé si personne n'avait voulu de toi ? Je ne sais pas. Je crois en effet que ces 94 manuscrits et la suite auraient quand même existé. Je pense que les choses se seraient moins bien passées. Voilà, je vous arrive dans un degré de conservation piètre, mais je crois que mon degré de conservation aurait été pire. Ça va quand même, hein. Franchement, Amélie, tout va bien, je crois. Mais est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous auriez pratiqué peut-être est-ce que le journal intime, c'est jamais. C'est quand même l'histoire, le récit, la narration. Je crois que je suis beaucoup trop paranoïaque pour écrire du journal intime, même si je n'avais absolument pas été connue, même si je n'avais été lue de personne, il aurait suffi qu'une personne lise mon journal intime pour que je sois incapable de l'écrire. Donc je n'ai jamais écrit de journal intime et je n'en écrirai certainement jamais. Par ailleurs, depuis cette notoriété miraculeuse, il m'est arrivé un autre phénomène dont il existe beaucoup de coupables et de victimes dans la salle, c'est la correspondance. 3 jours après la publication de mon premier livre en 1992, j'ai reçu ma première lettre de lecteur. J'ai aussitôt répondu avec le dernier enthousiasme, sans me rendre compte que je mettais le doigt dans un engrenage qui me dépassait de beaucoup. Depuis lors, je suis ensevelie sous les courriers et je réponds à 9 lettres sur 10. C'est beaucoup, 9 lettres sur 10. Je ne sais pas si ces 9 lettres sur 10 peuvent me tenir lieu de journal intime, mais peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre. De toute façon, j'ai déjà écrit mon testament. À ma mort, je veux que tout ceci soit détruit. Donc soyez absolument rassurés, si vous m'avez écrit des lettres dans la salle, tout ceci sera détruit.
On disait donc plutôt des histoires que des récits, enfin que des journaux. Est-ce que ces histoires peuvent prendre la forme dans vos romans ou de textes d'autofiction, on va dire, même si peut-être, je ne sais pas si vous aimez le terme, ou de sortes de réécriture de contes, ou enfin, l'histoire prend une forme extrêmement différente d'un livre à l'autre. Qu'est-ce qui décide? C'est votre humeur? C'est très mystérieux. Je n'ai jamais l'impression que ce soit un choix. Je dis toujours que je tombe enceinte de mes livres parce que ça dit bien le peu de choix que j'ai par rapport à un processus. J'ai constaté que ce qui fait les belles grossesses, c'est toujours deux éléments. L'élément d'entrée, la petite graine, le spermatozoïde qui est toujours moins que rien. Moins que rien. Et puis la structure. Il faut être habité d'une structure. Cette structure peut être beaucoup de choses. C'est vrai que cette structure peut être, par exemple, un conte, parce que les contes sont une structure préétablie et que je peux facilement m'y glisser. Mais jamais je ne me dis, tiens, je suis enceinte, cherchons la bonne structure. J'ai toujours l'impression que ça se fait malgré moi. Je le dis parce que quand je tombe enceinte, c'est toujours fulgurant. Le moment qui sépare l'instinct, tiens, je suis en train de tomber enceinte de quelque chose, et le moment où je sais absolument que je suis enceinte de quelque chose, il y a au maximum 4 minutes. Ah oui. Alors, vous voyez bien que mon livre arbitre n'y est pour rien. En 4 minutes, vous ne pouvez pas décider tout ça. Ça se fait à une rapidité formidable. J'ajouterais que mes grossesses ont le talent de s'installer quand je n'ai pas fini d'accoucher du livre précédent. Donc, vous voyez, je suis quelqu'un de très occupé. Et donc, ça veut dire que depuis Les Prénoms épicènes, vous avez écrit plusieurs livres? Les Prénoms épicènes étaient le 91e et je suis en train d'écrire le 94e. Ouais, d'accord. Les chiffres parlent en effet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que quand vous dites la petite graine, etc., c'est vraiment pas grand-chose? C'est toujours un mot qui passe. Voilà, d'où ça vient, quoi. C'est moins. Il faut toujours la petite graine. Il faut toujours que ce soit moins que rien. Un mot entendu dans le bus, une pensée sans aucune importance. Le déclencheur est toujours une petite chose, toujours une chose oblique. C'est pour ça que les gens qui me viennent en me disant « Ah, mais moi, je pense que vous devriez écrire un livre sur toujours un truc énorme, l'injustice dans le monde, etc. » Bon, c'est magnifique, mais il n'y a pas moyen de tomber enceinte comme ça. Les trucs énormes, ça ne marche pas. Ce qui met enceinte, c'est une toute petite chose. Enfin, ce qui me met enceinte, moi, je ne parle pas évidemment des grands écrivains, je parle de celle que vous avez devant vous. Ce qui peut entrer en moi, c'est une toute petite chose. Et forcément, ces toutes petites choses, je ne peux pas les préméditer, je ne peux pas les identifier. Je sais simplement que quand elles me rencontrent, il se passe quelque chose qui, à mon échelle, est très fort. Et c'est une petite chose venue de l'extérieur, néanmoins. De l'extérieur. Ouais. C'est toujours un phénomène exogène, même quand il s'agit de livres autobiographiques, puisque de nombreux de mes livres sont autobiographiques. Même dans ces cas-là, le phénomène a une origine exogène. Mais c'est-à-dire, en fait, on vous imagine, enfin moi, je vous imagine plutôt dans vos pensées, dans votre imaginaire, que marchant dans la rue ou prenant le métro ou l'autobus et écoutant ce qui se passe autour de vous. J'ai tort, en fait. Vous êtes attentive. Vous n'avez pas tort, parce que je suis à la fois totalement perdue dans mes pensées et je peux être très inattentive à mon entourage. Et en même temps, ce qui va traverser... Il n'existe pas de grossesse qui ne soit pas née de quelque chose d'extérieur. Mais ce quelque chose d'extérieur va être tellement infime et tellement insignifiant que, à tous les coups, si je parviens à l'identifier, je me dis toujours il ne suffit de pas grand-chose quand même. Parfois, vous ne parvenez pas à l'identifier. Oui. Il y a des livres, des romans que vous avez écrits dont vous ne connaissez pas le germe, en fait. Oui, par exemple, quand j'ai commencé à écrire Métaphysique des tubes, je sentais que j'étais extrêmement enceinte, mais je ne savais même pas de quoi. Donc ça, c'est une situation très singulière. On commence à écrire en disant « Je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. » Et puis on écrit, au commencement, il n'y avait rien. Et j'ai mis une 20aine de pages à comprendre de quoi j'étais en train de parler.
Mais néanmoins, quand vous écrivez, vous parleriez pas d'écriture automatique ou de trance ou de choses comme ça. C'est vous un êtes ensemble en de pleine choses. conscience. C'est un ensemble de choses. Ce n'est certainement pas de l'écriture automatique. Je pense que c'est un phénomène d'hyperconscience, mais dans lequel la transe joue certainement un grand rôle. Ah oui. Je le sais parce qu'il y a des matins où, même si je suis très enceinte, je ne vois pas comment je vais y arriver. Et j'ai eu la preuve par Corinne Sombrun, qui est une spécialiste de la transe, que ce que j'écrivais était de l'ordre de la transe. C'est que les jours où je n'y arrive pas, je fais le geste dans le vide, comme ça. Parce que j'écris à la main, je n'écris pas au clavier, donc je fais le geste d'écrire dans le vide. Et à tous les coups, il me suffit de faire ce geste pendant 1 minute pour que tout à coup, quelque chose jaillisse. Donc ça, il paraît que c'est une preuve qu'il s'agit d'une transe. Voilà, c'est que même quand vous n'y arrivez pas, faites le geste fera venir le phénomène. Il doit venir, quoi. Je veux dire, ça va pas marcher sur nous tous, ce qui marche pour vous. Écoutez, j'en sais rien, je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi-même, mais je constate qu'avec moi, ce phénomène fonctionne. Il y a quelque chose d'assez fascinant aussi quand vous parlez de votre œuvre, c'est quand vous parlez de... Parce que vous l'avez déjà évoqué en interview et en entretien avec moi, quand vous parlez un peu de l'ensemble que va constituer votre œuvre, comme d'un immense rébus ou comme d'un géoglyphe. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Je suis désolée, c'est ma dimension de mégalomane. Pas du tout. Voilà. Mes livres sont tout petits, ils ne sont pas grand-chose. Par ailleurs, ils me dépassent tellement et ils viennent avec une régularité qui me confond moi-même. Je veux croire que derrière tous ces livres, tous ceux que j'ai écrits, mais tous ceux que je n'ai pas encore écrits aussi, on finira par voir quelque chose de l'ordre du géoglyphe. Qu'est-ce que le géoglyphe ? Ce sont, vous savez, ces tracés sud-américains, aztèques, précolombiens. C'est quand même extraordinaire de penser qu'une civilisation a tracé des gigantesques signes à fleur de terre, non pas pour qu'ils soient vus des hommes, mais pour qu'ils soient vus des dieux. Et finalement, je ne sais pas si les dieux les ont vus, mais en tout cas, les avions les ont vus en survolant le Pérou, en survolant le Mexique. Ils ont vu ces gigantesques dessins, parfois figuratifs, parfois non figuratifs. Donc finalement, les géoglyphes ont été vus. Donc, moi, j'écris une toute petite œuvre, mais une œuvre nombreuse. Peut-être que sans le savoir, il y a un jeu à points derrière tout ça. Et laissez-moi croire, dans ma folle ambition, qu'un jour, on verra le géoglyphe. Et que toutes ces structures formeront une superstructure. Une superstructure et que tout à coup, il y aura un sens. Vous savez qu'en anglais, quand on dit « the big picture », je veux croire qu'un jour, on verra « the big picture » et que ça fera sens. Ça fait 3/4 d'heure que nous parlons, Amélie, donc... on voit pas du tout, on voit rien, on est d'accord. Hein. Ah mon Dieu. Ah, ça y est, vous apparaissez. C'est ce qui est le plus effrayant. Mais je propose que si quelqu'un a une question à poser, qu'on commence, si vous êtes d'accord, Amélie, pour accueillir les questions du public. Un micro évolue, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Étant donné que votre œuvre a donné lieu à de nombreuses grossesses, je voudrais vous poser 2 questions. D'abord, avez-vous eu des grossesses nerveuses ? Et deuxièmement, est-ce que vos accouchements ont été faciles et est-ce qu'ils ont été douloureux ? Je n'ai pas eu de grossesse nerveuse. J'ai certainement un grand nombre de monstres parmi mes enfants, mais... ils sont tous viables et je pense que ce sont tous des créatures vraies. Donc je ne pense pas avoir eu de grossesse nerveuse. Alors, c'est très difficile d'être enceinte et j'aime que ce soit difficile. Je pense que le véritable plaisir est une expérience difficile. Ce qui est facile ne vous apporte pas vraiment du plaisir. Quant à savoir si c'est douloureux, non. Alors là, il y a une grande confusion sémantique. Les gens ont tendance à confondre le vocabulaire du difficile avec le vocabulaire de la douleur. C'est pas du tout la même chose. Ce que je fais est extrêmement difficile. Ça suppose un stress formidable. Mais ce n'est pas de la douleur physique. N'étant pas d'un naturel masochiste, je vous assure que si ce que je faisais provoquait une douleur physique,
je changerai aussitôt Au début, quand il a fallu le temps que mon corps s'habitue à quelque chose d'aussi rude, je me souviens qu'au début, j'ai eu des moments de douleur physique intense, mais j'ai surmonté toutes ces douleurs. Je vois des visages qui se découpent dans le noir peu à peu. Ces douleurs ont disparu. Donc, le zoroastre qui sommeille en moi a fait en sorte de dépasser toutes ces douleurs, mais de préserver la difficulté, puisque cette difficulté est source d'une grande volupté. Est-ce qu'il y a une autre question ? Savoir si vous avez encore des relations avec le Japon. Ah mon Dieu. Alors, le Japon est pour moi le pays le plus important. C'est-à-dire que même quand je n'y suis pas, et là ça fait depuis 2012 que je n'y suis pas retournée, le Japon m'occupe même quand je n'y suis pas. Je crois que tout ce que j'écris exprime aussi de ma part une façon d'être japonaise, de par la maîtrise à laquelle j'aspire, de par une forme de stylisation, de par aussi une forme de cruauté qui habite extrêmement ce que j'écris. Je pense qu'il y a une japonité dans ce que j'écris. Je suis par ailleurs un être extrêmement sentimental et d'une émotivité hors norme, ce qui fait que retourner au Japon est pour moi presque impossible, parce que chaque fois que je retourne au Japon, je sais qu'il va me falloir quitter le Japon à nouveau, puisque finalement ma vie est ici. Et quitter le Japon, c'est ce qui m'est arrivé le plus terrible de toute ma vie. La dernière fois que j'ai quitté le Japon, c'était après mon retour au Japon en 2012. La souffrance a été aussi forte qu'à l'âge de 5 ans. Je me suis dit, la prochaine fois que tu retournes au Japon, réfléchis. Est-ce que tu vas être capable de le quitter à nouveau ? Réfléchis bien. Plus les années passent, plus tu te fragilises. La prochaine fois, tu ne seras plus capable de quitter ce pays. C'est ce qui fait que j'hésite à 2 fois. À la fois, il y a toujours en moi une pulsion qui fait que j'ai envie de retourner au Japon parce que c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre, parce que tout ce qui vaut quelque chose en moi, j'en suis convaincue, me vient de là. Et à la fois, j'ai pas la force. En plus, celle que je considère comme ma maman japonaise, Nishio-san, est toujours en vie. Donc, retourner au Japon suppose forcément que j'aille la voir, suppose forcément que je lui fasse à nouveau mes adieux. Et à chaque fois, la scène des adieux est pire que la fois d'avant. Donc je ne sais pas si j'aurai la force de retourner au Japon un jour, mais soyez sûrs que rien n'est plus important chez moi que le Japon. Oui. Bonsoir Amélie. Sophie, voilà. Bonsoir Sophie. J'ai une petite question par rapport à l'écriture de vos fins, parce que j'adore vos fins, je trouve qu'elles arrivent à la fois comme une surprise et comme une évidence. Et je voulais savoir à quel moment dans l'écriture ça vous vient en fait. Est-ce que c'est très tôt et qu'après en fait vous écrivez le chemin qui va nous mener à cette fin, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que vous avancez qu'elle apparaît, quoi ? Merci pour cette belle question Sophie. Dans l'immense majorité des cas, j'ai très vite l'intuition de la fin vers laquelle je me dirige. Il y a très peu d'exceptions. L'exception la plus notoire, c'est Mercure. Mercure, ce livre qui comporte 2 fins. C'est-à-dire que j'ai écrit Mercure dans l'optique de la première fin, et à peine avais-je fini l'accouchement de la première fin que j'ai vu surgir la seconde. Imaginez mon étonnement. Je crois tout simplement qu'à force d'être enceinte, il était fatal que je sois enceinte de jumeaux. Statistiquement, ça devait m'arriver. Et finalement, j'ai respecté cette gémellité puisque j'ai fait figurer les 2 fins dans le livre. Vous me faites plaisir en aimant mes fins. Je sais que vous n'êtes pas l'expression de la majorité là, parce que c'est ce qui déconcerte, c'est ce qui déplaît le plus aux lecteurs dans mes livres, c'est leurs fins. Mes fins sont vues comme insatisfaisantes, sont vues comme décevantes. Dans mes fins, je m'efforce d'être d'une extrême honnêteté. Qu'est-ce que la fin d'un livre ? La fin d'un livre doit être d'une certaine façon la métaphore de notre mort. Nous sommes tous appelés à mourir, ce sera notre fin. Et dans nos espoirs mirobolants, nous espérons que nos vies feront sens et donc que viendra le moment de la fin, le moment de la parole finale qui donnera du sens à tout ce que nous avons vécu. Et je crois qu'il faut nous préparer à l'idée que ça ne se passera pas comme ça. Dans l'immense majorité des cas, nous mourrons au moment où nous nous attendrons le moins. Nous n'aurons pas le temps de prononcer une parole fatidique qui donnera du sens à tout ça. Donc, on va mourir stupidement.
et ça sera bien difficile de donner un sens à toute notre vie à travers notre mort. Donc j'essaie que mes fins reproduisent l'honnêteté de ce véritable processus de vie. C'est-à-dire que mes créatures sont des créatures vivantes et elles meurent de façon tout aussi vivante, c'est-à-dire de façon très soudaine. Les fins dans le processus classique sont toujours chorales. On sent que la fin arrive en ceci que la musique se précipite, tous les vecteurs de sens entrent en jeu. On sent que vraiment on s'achemine vers quelque chose de grandiose. Il va y avoir un point d'orgue où tout à coup tout va faire sens. On sortira de l'opéra, de la musique, de l'œuvre avec une intense satisfaction de tous les sens. Et malheureusement, nous nous imaginons que notre mort va ressembler à quelque chose de pareil, alors que, regardez, Roland Barthes, cet immense esprit, s'est fait écraser par la camionnette du laitier. Vous pensez bien que cet immense sémioticien n'a pas eu le temps de prononcer une parole sublime au moment de se faire renverser par la camionnette du laitier. Je ne suis pas Roland Barthes, mais quelque chose me dit que ma mort sera tout aussi stupide vu ma façon de traverser la rue. Donc voilà, je pense qu'une fin honnête, c'est une fin qui à la fois respecte le lecteur, c'est-à-dire que c'est pas que j'y ai pas pensé, c'est que voilà, je prends tous les mécanismes du sens en jeu, je dis tout ce que je sais, j'essaye d'être le plus satisfaisante possible, mais je sais qu'en étant le plus satisfaisante possible, je ne vais pas pouvoir vous combler, parce que c'est comme ça. La vie se termine de façon insatisfaisante, parce que le sens n'est pas complet, parce que c'est à nous, à supposer que nous le voulions, de compléter la mécanique du sens. Voilà, donc ceux de mes lecteurs qui trouvent mes fins bâclées, je proteste. Mes fins ne sont jamais bâclées, elles sont hyper réfléchies, mais elles sont aussi hyper honnêtes, c'est-à-dire qu'elles essayent de reproduire notre vie, en ceci qu'elle se terminera de façon forcément extrêmement frustrante. Belle question, belle réponse. Merci. Merci. Peut-être question. Oui, pardon. Je peux y aller, là? Allez-y. Allô? Qui parle? Je ne vois pas qui parle. On ne voit pas qui parle, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez... Oui, ah, merci. c'est vous. Merci, monsieur. J'admire votre grande rigueur des mots. Vis-à-vis d'un néologisme littéraire, comment vous le recevez? Vis-à-vis du néologisme, je suis extrêmement circonspecte. J'en sais quelque chose, j'en ai commis quelques-uns. Avant de commettre un néologisme, j'attends d'être sûr d'abord qu'il n'existe absolument aucun mot équivalent qui pourrait faire l'affaire. Pour ça, rien de tel que de lire et de relire le dictionnaire ou de lire la littérature en général. Et puis, quand j'ai épuisé ce ressort-là, de voir si ce mot est absolument indispensable. Notre langue actuelle va vers de plus en plus de participes passés substantivés. J'avoue, excusez-moi, je ne sais pas si c'est mon côté réac, mais ça m'énerve au superlatif. Par exemple, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais le mot « ressenti » au sens de substantif m'énerve au maximum. Aujourd'hui, on n'éprouve plus des émotions, on n'éprouve plus des sentiments, on éprouve des ressentis. Ça me rend dingue. Le mot sentiment existe, il fait très bien son travail. Le mot émotion existe, il fait très bien. Le mot impression existe, ils font très bien leur travail. À quoi bon créer ce participe passé substantivé? Ça m'énerve, c'est moche, c'est prétentieux, c'est superflu. Donc, ce genre de néologisme-là m'énerve. Par ailleurs, il existe des mots qui manquent. Je l'ai constaté, par exemple, l'adjectif lisse. À l'adjectif lisse ne correspond aucun substantif. C'est gênant quand même. Comment on fait est-ce qu'il faut forcément substantiver l'adjectif quand on a envie de parler le lisse d'une statue? Ça ne me va pas. Du coup, je me suis permis, licence poétique, je me suis permis le néologisme lisseté. Je ne sais pas s'il fera école, mais je me suis permis de créer le néologisme lisseté parce que rien ne me paraissait correspondre à ce mot. Donc avant de créer un néologisme, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vraiment il n'y a pas déjà d'équivalent qui pourrait faire l'affaire? Deuxièmement, est-ce que ce néologisme est totalement déplaisant? Et voilà, lister, c'est plutôt mignon. Hein. J'ai rien fait de plus grave que ça.
Amélie, Ah, je pense que vous ne bernez personne dans la salle en parlant de vous-même comme un tout petit écrivain belge non engagé. Moi, je connais personne d'aussi engagé que vous, autant dans les relations humaines que dans l'écriture, et je ne vois pas ce qu'il y a de plus essentiel que ça. De cet engagement, vous dites que vous avez appris à épurer un maximum l'écriture et à aller droit à l'essentiel. Et je me demandais quel était l'équivalent de ça pour vous dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est l'essentiel après que vous ayez épuré tout le reste? Hélène, vous ne me faites pas de cadeau avec une question aussi difficile et aussi belle. J'ai un très grand idéal de politesse, c'est-à-dire que je pense que quel que soit le degré d'exécration qu'on peut atteindre avec le genre humain, la politesse ne perd jamais ses droits. Il n'est pas du tout question de ça entre nous, puisqu'il n'a jamais été question d'exécration entre nous. Aller à l'essentiel, ça signifie se passer de toutes les périphrases, par exemple, pour dire à une jeune lectrice d'origine iranienne que vraiment on l'aime. Ben oui, voilà, c'est vrai, nous correspondons. J'ai découvert que vous étiez une personne merveilleuse. Vous m'inspirez de très tendres sentiments. Je vous le dis, pourquoi tourner autour du pot? Ça a signifié ça pour vous. Donc c'est peut-être une très bonne façon d'aller à l'essentiel. C'est beaucoup plus difficile quand il est question de sentiments d'une extrême négativité. Vous savez, il y a des gens qui vous écrivent vraiment des abominations. Comment faire dans des cas pareils? Bon, alors, moi, autant que possible, dans ces cas-là, je ne réponds pas. Je pense qu'une très bonne façon d'aller à l'essentiel, quand quelqu'un vous inspire des sentiments répugnants, c'est de ne pas les dire. Mais malheureusement, il y a toujours des gens avec lesquels ça ne suffit pas. On a beau se taire avec la dernière obstination, ça ne suffit pas. Les gens reviennent à la charge. Et pourquoi ne répondez-vous pas à vos lettres? Vous dites toujours que vous répondez à vos lettres et vous n'avez jamais répondu à ma 99e lettre. Que se passe-t-il? Et bon, alors, je pense qu'à ce moment-là, le maximum de ce que je puisse dire, c'est « Mais c'est parce que je n'en ai pas envie, monsieur. » Voilà, c'est une bonne façon, je crois, d'être direct. C'est pour ça que vous disiez que vous répondez à 9 lettres sur 10, en fait. Oui, voilà, quand je ne réponds pas à une lettre, c'est généralement qu'il n'y a rien de plus beau à répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous vois. Ah. Bonjour Amélie. Moi, je vous connais depuis un petit moment. J'ai encore un peu changé. Vous ne me reconnaissez pas? Geneviève? Yes. Mon Dieu, je ne vous avais pas vu tout de suite à cause de toute cette lumière. Ça faisait plus d'un an que je ne vous avais plus vu. Exactement. Quelle émotion. Et voilà, je suis là. Et donc, comme beaucoup, je fais partie de ces de ces fidèles. Vous m'avez beaucoup inspiré, accompagné. Et c'est vrai que on vous connaît sous ce prisme d'écrivain, mais en échangeant avec vous, vous êtes une grande mélomane. Vous vous intéressez à énormément de sujets, ce qui fait que les correspondances sont d'une richesse infinie. Vous faites partie un petit peu des gens qui m'ont permis de m'élever et de m'ouvrir à énormément de choses intellectuelles. Et vous savez d'où je viens et ce que ça m'a apporté. Donc, on a parlé de vos romans. Ils ont été adaptés au cinéma. Je crois aussi qu'il y a des pièces qui ont été montées. Vous avez aussi écrit, si je ne me trompe pas, pour des grands auteurs, des interprètes. J'aimerais savoir si vous avez d'autres projets de ce type, puisque l'écriture est une chose qui peut revêtir différents aspects. Et est-ce que vous avez des projets prochainement? Bon, d'abord, je suis extrêmement touchée de vous revoir, Geneviève, parce que vous n'aviez pas répondu à ma lettre de janvier et je me demandais ce qui se passait. Donc, vous êtes là et je suis très heureuse de vous voir. Non, j'ai très rarement des projets. Ça fait partie de mon côté extrêmement décevant, c'est que je n'ai jamais de projet. Je suis enceinte de ce qui passe et ce qui passe, je ne peux absolument pas le préméditer. Je parlais tout à l'heure de préméditation. Oui, je fais œuvre de préméditation en ceci que quand je tombe enceinte d'un livre, il y a une préméditation extrême, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Oui, je minute ce qui va se passer, je sais exactement quelle sensation je veux me donner et quelle sensation je veux éventuellement donner aux autres. Mais ça ne dépasse pas cette échelle-là qui, pour moi, est déjà une échelle colossale. Quant à savoir si j'ai d'autres projets, mais vous savez, ça ne se fait pas toute seule. Quand j'ai écrit des textes de chansons pour la chanteuse Robert ou pour Juliette Gréco, ça ne venait jamais de moi.
c'était la chanteuse Robert qui était venue vers moi et qui m'avait demandé si je lui inspirais quelque chose. Et par bonheur, elle m'inspirait quelque chose. Idem pour Juliette Gréco. Évidemment que Juliette Gréco m'inspire quelque chose. Attendez, c'est la moindre des choses. Mais à côté de ça, je rougis. Mais vous savez que de grands artistes m'ont fait les mêmes demandes et il ne s'est rien passé. La chanteuse Juliette, que je vénère, m'a demandé d'écrire pour elle. Je vénère la chanteuse Juliette, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui fait que l'inspiration se produit ou qu'elle ne se produit pas ? J'aurais adoré qu'il se produise quelque chose, il ne s'est rien passé. Donc là encore, on ne peut pas... C'est très mystérieux ce qui va faire que vous allez ou non être inspiré par quelqu'un. Mais moi, évidemment, je suis ouverte à toutes les suggestions, avec toujours ce risque que parfois il ne se passe rien. Quelle que soit la vénération que vous avez quelqu'un, il peut très bien ne rien se passer. Parfois, on rencontre quelqu'un, une rencontre peut être anecdotique et être extrêmement féconde. Donc, je n'ai pas de projet parce que je suis trop consciente du peu de pouvoir que j'ai vis-à-vis de mes projets. Je suis dépassée par ce qui peut naître ou ne pas naître de telle ou telle rencontre. Ce qui est absolument certain, je sais que je vais continuer à écrire des manuscrits. Quant à savoir si ces manuscrits vaudront quelque chose, alors là, ça dépasse totalement mes moyens. Mais quel plaisir de vous voir, Geneviève. Il y a une dame, oui. Dame, oui. Vous nous avez parlé avec légèreté, finalement, de la conception, avec toute la métaphore que ça implique, de vos romans. Sans la nommer, je pense qu'en fait, vous avez quand même parlé de la nécessité pour l'écrivain d'écrire. L'écriture étant une nécessité. Est-ce que ce n'est pas la définition de la littérature ? Il faut que ce soit nécessaire. Et puis, vous avez parlé toutes les deux de géoglyphes. Il me semble peut-être qu'il y en a un qui commence à se dessiner à la lecture de vos romans. Je suis loin d'avoir tout lu. Le motif, pour moi, c'est l'ambivalence. Vous traitez de choses très graves, parfois terribles, avec le même ton de légèreté, de rigueur dont tout le monde a parlé dans votre style, d'épuration du style, ou du côté épuré du style, même si vous n'aimez pas les participes passés employés comme. Voilà. Est-ce que ce n'est pas cette ambivalence de toutes choses qui se reproduit d'un roman à l'autre, aussi varié que puissent en paraître les sujets et les thèmes ? Merci pour cette très belle double question. Oui, la littérature est ce qui est nécessaire. Quand un texte n'est pas nécessaire, on le sent tout de suite. On le sent quand on le lit, on le sent quand on l'écrit. Et c'est à l'origine d'une colossale déperdition d'énergie. Tout ce qui va dans le sens de la déperdition d'énergie doit être banni. Donc, c'est la même chose que dans la conversation. Tout ce qui est de l'ordre du bavardage doit être banni. Ça ne sert à rien. Non seulement c'est un gaspillage d'énergie, mais ça crée des bruits parasites qui empêchent d'entendre ce qui est important. Par ailleurs, ce que vous me dites au sujet du géoglyphe me plaît considérablement. Oui, bien sûr, cette ambiguïté, cette ambivalence est au centre de ce que j'écris. Comment vivre une très très grande histoire d'amour sans voir son côté viscéralement destructeur ? Comment peut-on continuer à croire que ce qui est bien quand on voit toute la dimension toxique du bien et toute la dimension parfois miraculeusement bénéfique du mal ? Je l'ai vécu plus d'une fois. Si je l'ai vécu, c'est que je ne suis certainement pas la seule à l'avoir vécu. L'amour est la circonstance la plus paroxystique pour se rendre compte de tout ça. Parce que c'est vrai qu'en amour, tout ce qui est de l'ordre du bien est parfaitement limitrophe du mal. Et nous l'avons tous vécu de verser de l'un à l'autre en étant au comble de l'amour. C'est absolument fascinant parce que nous vivons dans la recherche de ça. Nous cherchons ce qui sera notre souverain bien. Et ce qui sera notre souverain bien, c'est que ce soit l'œuvre ou que ce soit autre chose, est généralement de l'ordre de l'amour. Mais quand on voit combien ce qui sera notre amour sera tout près de sa négation même, chaque fois qu'on est
amené à le remarquer, et si on vit son amour en toute lucidité, je crois qu'on est amené à le rencontrer souvent, à s'en rendre compte souvent. Ça fait froid dans le dos. Et bien évidemment, c'est source d'une très grande fécondité. On peut prendre une dernière question. Bon, les deux dernières questions. Allez-y, madame. Oui, bonsoir, madame. Vous parlez de petites graines qui vous permettent à chaque fois de démarrer un livre. Mais est-ce que reste en vous cette petite graine? Est-ce que vous vous souvenez pour chaque livre de l'intensité de la chose ou de la chose elle-même? Mais bien sûr. Alors, chacune de mes grossesses reste extrêmement vivante en moi. Mes grossesses sont toutes très différentes les unes des autres. Je sais de quoi je parle. Je suis enceinte pour la 94e fois, donc vous imaginez, je peux faire vraiment le panel, le nuancier des grossesses. Bon, d'une manière générale, les grossesses sont... C'est formidable, quoi. C'est formidable d'être enceinte. On est habité de quelque chose. Quand on est habité à ce point de quelque chose, on se dit, mais quelle horreur ce serait de ne pas être enceinte. Moi, j'ai trouvé cette botte secrète. Cette botte secrète consiste à être enceinte continuellement. C'est-à-dire que quand je n'ai pas fini mon accouchement précédent, je tombe déjà enceinte du livre suivant. Mais je vis en même temps dans l'angoisse. Je vis dans l'angoisse de perdre cette fécondité, de ne plus être tout le temps enceinte. Et ça, c'est ma grande angoisse. Mais soyez sûrs que je me souviens très, très, très bien de toutes mes grossesses et que parfois des livres absolument horribles, et Dieu sait si j'en ai écrit, ont été écrits dans une volupté parfaite. Bon, parfois non, hein. Parfois il y a une justice. Par exemple, L'acide sulfurique, qui est un livre juste abominable, a été écrit comme une très très grande et très profonde hémorragie. Donc vous voyez, il y a une justice, mais cela dit, si c'était à refaire, je revivrais cette hémorragie tout de suite. La vraie souffrance, c'est de ne pas être habité. Vous parliez tout à l'heure d'œuvres nécessaires. Les œuvres qui ne sont pas nécessaires sont celles qui ne vous habitent pas. Donc voilà, toute la gageure, c'est comment faire pour être tout le temps habité. Bon, j'ai une théorie là-dessus, c'est que pour être tout le temps habité, il faut tout simplement ne jamais arrêter le processus. La grande différence entre tous les écrivains et moi, c'est que je ne m'arrête absolument jamais. C'est-à-dire qu'à l'instant où j'écris le mot fin au bas d'un manuscrit, la seconde d'après, je commence le suivant. Il s'agit de rester dans cet élan. Une nécessité peut-être de remplir... Une conscience que le vide supposerait une force dont je suis dépourvue. Merci. On va prendre une toute dernière question. Après, vous signerez Amélie Bien sûr, je signerai après. À la librairie, donc vous pouvez retrouver Charlotte. Amélie après. Je vais réussir à dire quelques phrases. Ce poisson que vous nommez dans les prénoms épicènes m'a beaucoup touchée. Colacanthe, je ne sais pas si je dis bien. Peu importe, moi je dis c'est Lacanthe, mais chacun dit comme il veut. C'est Lacanthe, oui. J'étais sûre que j'allais faire une bêtise. Peut-il mourir sans avoir connu la résurrection? Ah, vous posez une question très intéressante là. C'est vrai que je ne me suis pas assez documentée. Je ne sais pas si le sélacanthe peut vraiment mourir. Bon, je rappelle des faits. Le sélacanthe est ce poisson des abysses qui a ce pouvoir absolument miraculeux de pouvoir se mettre en état de mort biologique quand les conditions de sa vie, de sa survie ne sont pas réunies. Et il peut rester mort pendant des milliers d'années et ressusciter dès que les conditions de sa résurrection apparaissent. C'est génial. C'est-à-dire que ce que certaines personnes réalisent aujourd'hui, vous savez, ces milliardaires qui demandent de les cryogéniser parce qu'ils ont le cancer et qu'ils pensent que dans 3 millions d'années, on pourra les guérir. Le sélacanthe a réussi ça sans être milliardaire. Mais du coup, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de savoir si finalement le sélacanthe pouvait vraiment mourir. C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Si on peut se mettre en état de mort biologique en se disant qu'on peut ressusciter à tout instant, est-ce qu'on peut mourir en se disant est-ce que cette fois c'est la bonne, cette fois-ci je meurs pour de bon? Question très intéressante, merci de me l'avoir posée. Je voudrais maintenant tout à coup je veux ardemment en connaître la réponse.
Merci infiniment Amélie. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été présents et si actifs.